Alors, il y a Modibo Massaké. Oui. Là, je ne sais pas massacrer. Alors, avant les frais d'inscription pour la licence et le master, respectivement, c'était 243 et 347 euros. Aujourd'hui, ils sont passés à 2270 et 3770 euros. Exactement. Est-ce que, comment les étudiants africains l'ont vécu? Est-ce que c'est vécu comme une injustice? C'est à la fois, nous on l'a vécu comme une injustice, une discrimination, une inégalité. Après, cette politique qui consiste à augmenter les frais de scolarité s'inscrivait vraiment dans une politique d'attractivité que le gouvernement français voulait mettre en place. Donc globalement, la communauté universitaire était opposée à cette réforme parce que tout simplement, plus il y a de l'étranger, plus il y a de la diversité. Et plus il y a de la diversité, plus c'est bon pour la diffusion du savoir, plus c'est bon pour la mixité, plus c'est bon pour aussi l'image même des universités françaises à l'international. Donc nous, on expliquait vraiment que même au niveau de la francophonie, qui est un espace culturel d'échange, où les étudiants, majoritairement, quand ils viennent étudier en France, si on regarde le taux des étudiants qui viennent ici en France, 47% des étudiants étrangers sont d'origine africaine, soit de l'Afrique francophone, soit du Maghreb. Et si on regarde le taux des étudiants étrangers globalement en France, il y a plus de 320 000 étudiants globalement, donc 47% viennent de l'Afrique. Donc même en ce moment avec la crise sanitaire où la question de la migration étudiante est stoppée par les mesures sanitaires, les étudiants africains, il y a une demande, il y a une forte demande de venir ici étudier en France. Gervais Louembe, comment analyser cette mesure du point de vue des autorités françaises? Je voudrais d'abord dire que c'est un bel exercice pour quelqu'un qui est dans une école politique africaine, hein, de négociation, de discussion et d'emprise justement sur l'actualité et les grands problèmes de ce monde. C'est bien. Il y a effectivement un certain nombre d'espaces d'échange, de contacts, de discussions, aussi bien ici en France qu'ailleurs, pour débattre ces sujets et voir de quelle façon cette décision peut être modifiée ou changée. Il arrive également ici en France que des décisions soient prises, ne soient pas appréciées par la population et qu'on en arrive à suspendre, la modifier éventuellement. Donc je crois que c'est un des cas de figure. Maintenant, pour revenir concrètement à cela, bon, c'est vrai que pour la francophonie, c'est pas simple. Le constat qu'on peut faire, mais je crois que tu l'as fait également, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants africains qui poursuivent des études aux États-Unis, au Canada, et de plus en plus. Et là où ça coûte beaucoup plus cher. C'est vrai que autant on peut le regretter et le déplorer, autant également on peut dire oui, mais pourtant ces Africains, ils vont aux États-Unis et ailleurs, ils ne se plaignent pas du coût aussi élevé de ces études, sans compter la difficulté éventuellement même d'avoir un travail, parce que tu le sais certainement, ils sont obligés d'avoir 2 ou 3 boulots en même temps et c'est extrêmement douloureux. En Asie, il y a de plus en plus de jeunes Africains qui y vont et je passe sur la barrière de la langue, c'est-à-dire aujourd'hui en Europe de l'Est, la Bulgarie et la Hongrie, il y a beaucoup d'étudiants africains qui y vont, je ne parle pas du coût qui est très élevé, mais en plus la barrière de la langue. Donc ça demande réflexion. Je n'émets pas de jugement parce que le dossier, je ne le connais pas assez. Cependant, mais je crois qu'on reviendra dessus. D'accord. Modibo, alors toi tu es arrivé ici pour des études, mais on se rend compte que beaucoup d'étudiants africains viennent pour des études et puis ne repartent pas. Et puis les années passent, ils fondent un foyer, une famille, parfois ils épousent une Française, font des enfants, et la question du retour en Afrique, en fait, c'est une nébuleuse dans leur tête. Est-ce que tu es dans ce cas? Pour moi, le plus important, c'est pas de retourner pour retourner. Le plus important, c'est comment je peux être utile là où je me trouve, premièrement. Et deuxièmement, si je retourne, qu'est-ce que je vais apporter de plus? Il ne faut pas retourner juste parce que c'est une maison, c'est la grande famille, mais il faut partir avec un projet. En tout cas, c'est les conditions que je m'impose à moi-même. Je préfère être ici, être efficace pour mon pays, pour ma communauté, contribuer à la réussite de mon pays en étant ici, que d'aller là-bas sous prétexte que je suis retourné au pays et me satisfaire du fait que je suis retourné. Est-ce que ce n'est pas le bel argument inventé par nous, quoi, pour ne pas rentrer, parce qu'on n'est pas prêt à subir l'échec qu'a raconté Séraphin, ou parce qu'en fait on ne se sent plus finalement tout à fait en phase avec les réalités du pays?
il y a beaucoup de gens qui retournent et qui réussissent. Et il y a beaucoup de gens aussi qui souhaitent y retourner, mais qui n'arrivent pas à s'intégrer. Je pense que dans tous les cas, c'est en fonction de nos objectifs, c'est en fonction des réalités qu'on trouve devant au pays, et aussi c'est en fonction de quelles sont vraiment nos capacités d'affronter justement, parce que souvent quand on est ici, des fois, on a des difficultés ici en France. Ouais. On a beaucoup de courage pour affronter ces difficultés-là. Des fois, ici, on accepte de subir certaines choses, mais si on retourne au pays, on n'accepte pas de les subir. n'acceptera pas. Donc voilà, c'est humain et en même temps aussi, je pense qu'il faut faire beaucoup plus de pédagogie et aussi, ce qui est très important, que nos États facilitent les retours de la diaspora. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont des compétences, ils ont des atouts, ils ont un capital économique, un capital culturel, ils ont de l'expérience, mais il n'y a pas de politique d'accueil qui fait en sorte que s'ils reviennent dans le pays, soit ils seront dans une sécurité, que ce soit de l'emploi, même s'il y a une compétition. La compétition de l'emploi, c'est tout le temps et c'est perpétuel. Mais en tout cas, qu'on propose quand même quelque chose et ça peut encourager les gens de la diaspora qui sont nés ici et qui peuvent être très très utiles en Afrique. Oui, j'entends bien. Mais il faut quand même noter que tous ceux qui viennent ici aurait pu vivre aussi là-bas. Moi, j'aurais pu rester là-bas. J'ai eu envie de venir, enfin j'ai eu envie, mes parents avaient souhaité que je vienne, j'ai eu envie de venir pour y séjourner. Et donc, c'est d'ailleurs une loi, parmi les droits de l'homme, on a le droit d'aller vivre où on veut. La liberté de circulation. Voilà, la libre circulation, c'est... Oui, on peut être au Mali et dire que, bon, écoutez-moi, la France, ça me plaît bien, je voudrais aller y vivre. Oui, pourquoi pas? On devrait pouvoir l'autoriser. Quoique aujourd'hui, maintenant, ça pose des problèmes. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça un matin. La deuxième chose, effectivement, qu'il faut souligner, il faudrait qu'on voie aussi comment rendre nos pays attractifs. Et ça, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Développer le tourisme. Mais oui, voilà. Mais la troisième chose, quand on dit il y a une fuite de cerveau, bon, je me débrouille un tout petit peu ici. Pardon. Mais vous croyez que c'est une perte pour le Congo que je sois ici? Peut-être que je leur suis plus utile ici que là-bas. Il faudrait que l'intellectuel, l'élite et tous ces gens-là, venant d'Afrique, prennent le temps de regarder de très très près leur histoire, leur structure et trouver là-dedans même les solutions aux problèmes. Il nous reste quelques petites minutes, toutes petites minutes. Modibo, Massaké, conclusion. Je dirais que il faut repenser l'Afrique qui vient. Parce qu'aujourd'hui, on a suffisamment d'éléments devant nos yeux pour constater que tous les chemins, toutes les voies que nous avons empruntées ces dernières années nous mènent vers vraiment le désastre et l'échec. Et qu'il faut réinventer nos imaginaires. Réinventer nos imaginaires. Ça, c'est très important. Le dit Aminata Traoré. Alors, tu as amené des bouquins, c'est pour les présenter peut-être? J'aimerais bien. Oui, rapidement. C'est les bouquins que j'ai lus pendant le confinement et qui m'ont beaucoup marqué. Le bouquin de Aminata Traoré, Le viol de l'imaginaire. Tu peux montrer? Oui. Justement à la caméra ici. Le viol de l'imaginaire. Donc dans ce bouquin, elle analyse un peu les politiques d'ajustement structurel qui ont été mises en place dans les années 80 et qui ont contribué à faire en sorte que nos systèmes éducatifs, nos systèmes de santé soient vraiment au rabais. Et voilà. Très rapidement. Alors, le discours sur le colonialisme, Aimé Césaire, c'est très très important. Ça analyse aussi bien le colonialisme, les effets du colonialisme, etc. Le discours de la servitude volontaire, Étienne Laboétie, c'est aussi un très grand classique. Comment les gens, à travers leurs décisions, à travers leurs choix, se soumettent eux-mêmes à la domination. Penser l'Afrique qui vient, c'est un livre d'un jeune aussi sénégalais. Je pense que c'est très important. C'est Amidou Anne. Amidou Anne. Oui. Okay. Et Joseph Kizerbo, Éduquer ou périr. Éduquer ou périr. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de choix. Voilà, vous n'avez pas d'autre choix que de continuer à nous suivre sur Vox Africa, Écho de Paris. N'hésitez pas à nous proposer des sujets. Je vous remercie d'avoir regardé cette émission. Je vous souhaite une très belle soirée. Et merci à mes invités. Merci.